Bienvenue sur Sexy Cars. Vous suivez les tutos et les reviews de la chaîne depuis longtemps. Vous avez peut-être modifié votre véhicule et vous me demandez souvent si cela a un impact sur la garantie ou pire, sur l'homologation du véhicule. Est-ce que toutes les modifications entraînent les mêmes conséquences? Quelles sont les modifications acceptées ou tolérées par le code de la route et par le constructeur? Des questions auxquelles nous tenterons de répondre après le jingle. Dans cette vidéo, dont le script est écrit depuis le mois de mars, je vais essentiellement parler des modifications sur Tesla, mais sachez que toutes les informations et résultats d'investigation sont valables pour l'ensemble des véhicules de toute marque. J'ai essayé de faire court, mais le sujet est vraiment trop vaste et ne peut pas être traité en un éclair. Il mérite qu'on s'y attarde de manière la plus précise possible. Tout d'abord, quelques définitions. Les garanties. D'une façon générale, il faut distinguer deux types de garanties qui peuvent s'appliquer. Les garanties légales qui comprennent la garantie légale de conformité et la garantie contre les vices cachés. C'est la même garantie que sur tout ce que vous achetez, appareils électroniques, mobilier, etc. En France, elle est de 12 mois. Puis vient la garantie commerciale, dite garantie du constructeur. C'est celle qui figure dans les conditions générales de vente. Elle est détaillée dans le bon de commande. Chez Tesla, cette dernière varie quelque peu suivant le modèle. Vous constatez sur ce tableau que ma Model 3 est garantie 8 ans ou 160 000 km sur les moteurs et la batterie, 5 ans sur les airbags ou les ceintures, ou 4 ans et 80 000 km sur le reste des composants. Nous verrons plus loin ce qui peut faire sauter cette garantie. Définissons maintenant l'homologation. L'homologation est la certification de la conformité d'un produit à une norme ou à une réglementation. Elle a pour finalité de garantir au consommateur que le produit qu'il achète correspond à ce qu'il est en droit d'en attendre. Le principal objectif de la législation européenne ou nationale concernant l'homologation des véhicules est de garantir que les nouveaux véhicules mis sur le marché présentent un degré élevé de sécurité et de protection environnementale. Vous verrez pourquoi j'insiste sur ces points un peu plus loin. En résumé, donc, la garantie vous permet d'avoir un véhicule qui roule sans défaut pendant une durée minimum et l'homologation assure votre sécurité et celle des autres sans trop polluer. Dans le cadre de la garantie, le risque de modifier votre véhicule est juste financier. Si vous modifiez vos LED intérieures par exemple pour en mettre des plus puissantes et qu'un souci apparaît à ce niveau, Tesla vous fera logiquement payer l'intervention car l'équipement ne sera pas d'origine. Là où ça se gâte, c'est quand on modifie le véhicule pour le rendre non homologué. Ces véhicules ne pourront alors plus circuler que sur circuit. En effet, si vous êtes pris dans un accident bénin, et c'est le cas de la majorité des accidents, vous ne devriez pas trop être inquiété. Bon, mais admettons. Mais si l'accident provoque des dommages corporels, l'expertise approfondie de votre véhicule pourrait faire sauter votre indemnisation. Si là encore le souci est financier, ce n'est plus du tout à la même échelle. On parle parfois de millions d'euros. Bon, mais admettons. De plus, vous pourriez avoir droit également à des poursuites pénales pour ne pas avoir roulé dans un véhicule conforme à la réglementation. Maintenant que nous avons défini tout cela et que je vous ai effrayé, qu'est-ce qui fait sauter ma garantie et surtout qu'est-ce qui rend mon véhicule non homologué? Regardons tout d'abord ce que nous dit Tesla concernant l'application de la garantie. Cette garantie couvre les réparations et remplacements nécessaires à la correction des défauts matériels et liés à l'installation de toute pièce produite ou fournie par Tesla, survenant dans le cadre d'une utilisation normale. Autrement dit, toute installation d'éléments non Tesla ferait sauter la garantie. Mais quelle garantie? Celle du véhicule dans son intégralité? Et là j'en vois plein qui sont effrayés car ils ont mis des filtres habitacles achetés sur Amazon ou AliExpress. Les constructeurs en général et Tesla en particulier savent la plupart du temps faire la part des choses. Si vous me suivez depuis le début, vous savez que le premier accessoire que j'ai monté sur Phantom, c'est ma Model 3. Ce sont les vérins électriques pour le trunk ou coffre arrière pour les newbies. Puis ont suivi les vérins de frunk, les poignées automatiques, les soft close, l'écran additionnel, les sexy buttons, bref, beaucoup d'accessoires non Tesla. Et pourtant, le souci que j'ai rencontré sur mon port de charge dans la période de ma garantie a été pris en charge par Tesla, sans que ceci ne mentionne le fait que j'avais monté des accessoires exotiques. Attention, je ne dis pas là que tous les service centers sont pareils.
Bien entendu, si j'avais eu un souci, disons sur le bouton d'ouverture de coffre, alors que celui-ci n'est pas touché lors du montage des vérins électriques, Tesla aurait eu un tout autre discours qui aurait été légitime puisqu'on touche à l'environnement de l'accessoire touché. De même, si j'avais eu un problème d'ouverture de mes portières, Tesla n'aurait rien pris en garantie du fait du montage des poignées automatiques et du système soft close. Ça va? Vous êtes rassurés? Vous allez pouvoir faire tous les montages que j'ai fait de mon côté sans attendre la fin de la garantie avec un risque mesuré. Pour les plus frileux d'entre vous, la garantie hors batterie et moteur sur un modèle 3 est de 4 ans ou 80 000 km, selon la première éventualité. Bien, vous savez maintenant comment les petites modifications affectent votre garantie. Abordons maintenant un sujet plus grave, celui de la conformité ou homologation. Cette dernière diffère selon les pays ou continents où sont vendus les véhicules. On ne s'intéressera dans cette vidéo que de ce qui s'applique en France. Il y a déjà tellement de choses à dire. Nos textes de loi sont si complexes et si flous à la fois, on le verra tout à l'heure. Dans le tuning, qu'est-ce que j'ai le droit de faire sans perdre le droit de rouler sur route ouverte? Et oui, la conséquence directe de la perte de l'homologation d'un véhicule, c'est l'interdiction de rouler sur les routes ouvertes à tous. Vous pourrez, si vous le souhaitez, rouler sur circuit, mais il faut l'avouer, ça devient vite monotone et on n'a pas tous un circuit dans son village. L'article 321, paragraphe 16 du Code de la route nous dit que tout véhicule isolé ou élément du véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Pour réception, il faut comprendre homologation. Le propriétaire du véhicule ou de l'élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au préfet. Le ministre chargé des Transports définit par arrêté les transformations notables rendant nécessaire une nouvelle réception. Ainsi est la loi précisément floue. Qu'est-ce qu'une transformation notable? Pour le savoir, on ne s'arrêtera pas forcément sur des sites d'assureurs qui ont un parti pris et prennent les bretelles et ceintures pour se couvrir, mais sur la source principale, à savoir la page du ministère de l'Intérieur. On apprend que si vous modifiez ou faites modifier votre véhicule et que cela entraîne un changement des caractéristiques techniques inscrites sur la carte grise, vous devrez la faire modifier. C'est le cas par exemple si vous transformez un véhicule utilitaire en véhicule particulier en ajoutant des sièges. Quelle transformation nécessite une déclaration et donc une homologation appelée certificat à titre isolé? Le site du gouvernement, un paragraphe plus bas, nous indique cette fois-ci que ce ne sont plus les infos de la carte grise qu'il faut suivre, mais la notice descriptive du véhicule pour considérer le changement notable. Prenons l'exemple des suspensions pneumatiques. Sur la carte grise, rien ne mentionne l'équipement d'origine, contrairement à la notice descriptive. Cependant, en lisant le site du gouvernement, on nous indique les modifications notables, soit la puissance. Bon, sur le moteur électrique, c'est un peu compliqué de la modifier. Les poids et dimensions, les essieux, le freinage, les organes de manœuvre, de direction et de visibilité, l'énergie utilisée, les émissions polluantes et les nuisances sonores. Dans un grand flou donc, on ne parle nulle part du système d'amortissement ni des suspensions. Elles sont attachées aux essieux, certes, mais par définition, un essieu reste un essieu. Encore une fois, tout est question d'interprétation. Autre exemple, je décide de monter un crochet d'attelage, forcément je modifie le poids du véhicule à vide. Je n'ai jamais entendu parler de perte d'homologation sur ce type d'accessoire. Quelle est la tolérance de poids? 10 kg? 100 kg? Là encore, grand flou. Je me suis entretenu par téléphone avec la DREAL et celle-ci m'a répondu qu'il réglementait le plus souvent les transformations de camionnettes en van. Ah, la van life. J'ai donc fait une demande d'interview avec eux et je prépare une liste de questions pour la prochaine vidéo. Donc si vous en avez, laissez-les-moi en commentaire, je me ferai un plaisir de leur poser. S'il vous plaît, soyez précis dans vos questions. Et puis aussi, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas la cloche pour être notifié de la sortie de cette vidéo et pour tout savoir sur notre entretien. En attendant, que risquez-vous à rouler sur un véhicule non homologué? Si la police vous arrête et constate une infraction, vous risquez jusqu'à 750 € d'amende, mais en général, c'est une amende forfaitaire de 135 €. Si vous voulez éviter de vous faire arrêter, ne mettez pas de béquets trop disproportionnés ou des suspensions trop surbaissées. Pour le reste, j'estime qu'il faut sacrément s'y connaître en automobile pour déterminer ce qui est d'origine ou pas. Si vous installez un kit de freinage plus performant, par exemple, je défie les forces de l'ordre de le déceler au premier coup d'œil. Et puis justement, on a parlé de freinage plus performant.
Donc on n'aurait pas le droit d'avoir un freinage plus performant. Je vous rappelle quand même que dans l'homologation, il y a le critère sécurité qui intervient. Bien entendu, le plus gros risque réside par le fait d'être impliqué dans un accident avec des dommages corporels, on l'a dit plus haut. Bon, mais admettons. Il faut savoir que votre assurance indemnisera toujours les tiers. Elle peut se retourner contre vous si elle choisit d'expertiser votre véhicule et de prononcer une déchéance d'indemnisation due aux modifications non homologuées. Mais le procès ne fera alors que commencer. La partie sera engagée entre votre avocat et votre assurance. Cette dernière devra alors prouver que la modification apportée est responsable de l'accident. J'ai consulté mon assureur historique, il n'a jamais eu le cas d'une déchéance en 25 ans de carrière. Je vous l'ai dit, le sujet est vaste et je préfère m'arrêter là et vous donner rendez-vous sur ma prochaine vidéo avec, je l'espère, les réponses de l'Adréal. N'oubliez pas les pouces, prenez soin de vous. Ciao, ciao.